Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. François, tu veux un chocolat chaud ou froid? Tiède, maman. C'est une proposition de loi que je vais déposer la semaine prochaine qui vise à Méfiez-vous de ce que vous allez baver. à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons. Bayrou, 10. Ah, comme d'habitude. Je pense qu'il y a des femmes qui, simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. Je connais des femmes qui ont un physique... Il est hors concours celui-là. Vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Toi, tu creuses. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. Je n'accepte pas que vous riez. Nous sommes en guerre. Mais non, Emmanuel Macron. Nous ne sommes plus en guerre. Nous sommes en paix. Car vous avez choisi le pacificateur, l'homme qui ramènera la sagesse en France. Il était temps, car c'est l'homme du centre, l'homme de la sagesse. Vous avez choisi François Bayrou, et tout s'éclaire, tout s'apaise. Vous avez vu comme ça va mieux ? Vous avez vu les sourires dans la rue? Vous avez vu l'économie qui se redresse? Vous avez vu le chômage qui s'effondre? François Bayrou est là, enfin là. Enfin là, vraiment, eh bien écoutez, on va en parler bien sûr. On va parler de tout le reste. Je rappellerai simplement que ça fait très exactement un mois, jour pour jour, que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est emprisonné en Algérie. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas de détails, voilà. Un écrivain emprisonné, un écrivain mis aux arrêts. Vous savez, c'était De Gaulle qui disait à propos de Sartre, on ne met pas Voltaire en prison. On ne met pas un écrivain en prison quand on est une démocratie, que ce soit en Algérie ou en France. Le reste, eh bien, ce qui se passe à Mayotte, terrifiant, ce cyclone. On va en parler aussi avec des personnes qui sont sur place. Nous allons entendre quelques réactions. Les Pernes, les Huées, les Bravos, Ercilia Soudé, la magnifique, Guillaume Ancel, le magnifique et autres. Et puis, en seconde partie, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, quand vous écoutez Sud Radio et l'émission, c'est Marie-Estelle Dupont, la psychologue Marie-Estelle Dupont, qui va expliquer pourquoi, effectivement, il y a un problème d'un certain nombre de personnes qui ne veulent plus d'enfants, surtout en Occident. Pourquoi cette démographie s'effondre? On va en parler de quoi cela a le nom. Et puis on va parler aussi, elle va parler avec Claire Géronimi de comment se défendre contre le viol. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Français parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, François Bayrou est arrivé sans se presser ou en se pressant. De quoi aujourd'hui le Premier ministre est-il le nom? C'est ce que nous allons voir et entendre. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Mais non, Jacques Dutronc, mais non. François Bayrou n'est pas un voleur, mais non. Confondé avec Arsène Lupin, non, un gentleman peut-être, un gentleman, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il ne faut pas exagérer. Et en même temps, c'est très intéressant, parce que François Bayrou est arrivé, donc on ne va pas évoquer, il paraît que... Alors certains disent, mais vous Vézelan, que Macron a été contraint et forcé parce qu'il lui a dit, quand il lui a dit qu'il va aller prendre Sébastien Lecornu, il lui a dit, attention Emmanuel, attention, si tu prends Sébastien Lecornu, tu vois mes 34 députés modem et centristes, tu ne les as plus. La motion de censure, elle va arriver très vite pour celui que tu auras choisi. Et on va plus être en 4e République, mais en 3e République. Et après, ce sera ton tour, Emmanuel. Et donc, Emmanuel a cédé et il a pris François Bayrou. Mais, allez, remontons le temps. Rewind, remontons le temps. Et montons à 2017. Vous savez, en pleine campagne présidentielle, 2017, et face à Jean-Jacques Bourdin, qui était alors sur RMC, eh bien, voici ce que disait François Bayrou sur Emmanuel Macron. Écoutez, ça vaut son pesant. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir
exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Eh ben, écoutez, ça ne marchera pas, disait François Bayrou, qui avait quand même un sens peut-être pas très aigu du futur, parce que ça a marché en 2017, cher François Bayrou. Mais vous avez vu ce qu'il lui envoie? Il lui envoie du lourd, hologramme, intérêts financiers, c'est eux qui commandent, campagne terrifiante médiatique et tout. Et ben voilà, il dit non, ça va pas du tout. Et 7 ans après, miracolo, voici que François Bayrou est Premier ministre du président Macron. Vous voyez que tout arrive, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis quand même, bon. Et François Bayrou, quand même, il parle de beaucoup de choses, il parle vraiment beaucoup. Et en 2017 également, il faut quand même rappeler, c'est là que c'est bien, les réseaux sociaux ont ceci de bon, que ça maintient, vous voyez, le souvenir. Écoutez, François Bayrou sur Public Sénat, dans cette même année présidentielle de 2017. Et j'imagine que c'est par hasard, une campagne s'est développée à base de dénonciations anonymes cherchant à accuser le mouvement de démocrates que je préside d'avoir mis en place un système d'emploi fictif. Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif. Toutes seules et tous ceux qui ont travaillé au MoDem avaient contrat de travail et fiche de paie, et cela sera aisé à prouver. Alors, cela sera aisé à prouver. Vous savez, c'était la même année où François Fillon s'est fait éjecter, manu militari ou presque, pour emploi fictif, notamment pour son épouse, qui aurait été effectivement à l'emploi fictif. Alors voilà, ça se passe donc, il n'y a pas d'emploi fictif au MoDem. 2024 quand même, 8 condamnations pour détournement de fonds sur emploi fictif. Alors Bayrou a été relaxé en 2024, effectivement. Mais, le parquet a fait appel. Donc, vous avez un Premier ministre aujourd'hui, en France, qui va être rejugé par le parquet en appel. C'est quand même assez gros, ça, non? Ne le trouvez pas? C'est quand même étonnant que, voilà, il est pas c'est pas fini. Il y a un appel, le parquet a fait appel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Mais quel suspense, vraiment. Vous savez, c'est mieux qu'un western, c'est mieux qu'un thriller, c'est formidable. Et alors, autre chose aussi, c'est pour ça qu'il faut connaître et cerner le caractère de François Bayrou, c'était une émission sur Quotidien de Yann Barthès, en octobre dernier, sur Canal+, non, c'est pas sur Canal+, d'ailleurs, Yann Barthès. Je crois que c'est RMC. TMC, pardon, c'est sur TMC. Eh bien, écoutez un peu, il a retrouvé quelques déclarations. C'est toujours intéressant de retrouver des déclarations, vous savez. Et voilà ce qu'il a retrouvé. Écoutez. On a trouvé cet archive, que dis-je, ce bijou. François Bayrou, candidat à l'élection présidentielle en 2012, propose des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales. Alors, ça n'est pas l'idée qui pose problème, ce sont les arguments de Bayrou. Il est devant des étudiants. Je pense qu'il y a des femmes qui, simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont. Oh. Non, excusez-moi. Il le tente. Excusez-moi. En 2012, on disait pas OK boomer, mais on sent que les étudiants le pensent très très fort. Il va s'enfoncer encore plus. Monsieur Bayrou, je connais des femmes qui ont un physique. Je connais des femmes. En 2012, non. En plus, Je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez.
parce que peut-être certains, enfin vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté, et puis il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ce qui est bien, c'est qu'il s'enfonce à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Moi, j'ai connu dans ma vie de très proches dans ma famille des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Elles aimaient nager et d'autres aiment déménager. Parce que franchement, 2012, certes, 2012. Mais alors, ces femmes, vous comprenez, trop grosses ou trop laides, là, vous comprenez, il faut comprendre le drame dans les piscines, ce n'est pas facile. Excusez-moi, dit il n'était pas encore Premier ministre, dit François Bayrou. C'est quand même assez étonnant, quand même, cette accumulation. Bah, écoutez, aux innocents les mains pleines, et puis ne faisons pas de procès d'intention. Mais vous savez que même Nicolas Sarkozy, qui a effectivement la langue bien pendue, il n'est pas évident que Nicolas Sarkozy. Eh bien, vous savez, en 2020, il était interrogé en 2020, Nicolas Sarkozy, et notamment sur François Bayrou. Écoutez ce que disait Nicolas Sarkozy, avec précaution, certes, mais sans gants. Simone Veil, la grande Simone Veil, m'avait mis en garde sur Bayrou. Simone Veil? Ah oui, mais vous avez jamais lu les mémoires de Simone Veil? Lisez. C'est intéressant parce que vous me trouverez indulgent à l'endroit de Bayrou. Voilà. Et vous mettez en garde Emmanuel Macron? Non. Bah si, François Bayrou a toujours trahi ceux qu'il a choisis. Bah ça, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Eh ben, dis donc, franchement, j'ai rien dit, moi, dit quoi Sarkozy, mais je mets en garde. Oh ben, il a trahi, c'est une réalité, c'est pas... Eh, dis donc, on s'aime dans le monde politique, c'est ça qui est intéressant, on s'aime. Mais alors, nous sommes allés revoir, effectivement, ce qu'avait dit Simone Veil dans ses mémoires sur François Bayrou. Alors, je vais vous dire, c'est une suite d'adjectifs. Je vous assure qu'on n'a pas fait exprès. C'est dans les mémoires de Simone Veil, vous pouvez le retrouver. Voici ce qu'elle dit de François Bayrou. Mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hâbleur, esbroufeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur, renégat. Non, je peux pas croire que Simone Veil ait dit tout ça, c'est pas possible. Enfin, on sent en tout cas qu'elle a, vous pouvez relire, qu'elle n'a pas une sympathie particulière pour l'actuel Premier ministre. Voilà. Écoute, c'est quand même... vous allez me dire que ça pose problème, vous allez me dire qu'il y a quand même bizarre. Et puis écoutez, on va le juger aux actes. Allez, pas de procès d'intention. Encore une fois, à tout péché, miséricorde. N'oubliez pas, nous, à la veille de Noël, du bel hiver, comme disent les autres. Donc, accordons-lui le bénéfice du doute. Et puisqu'on parle de Noël, André, on va jouer au grand sapin de Noël Sud Radio tout de suite. C'est le moment pour vous, auditeurs, d'ouvrir vos cadeaux de Noël en direct sur notre antenne. Alors vous gagnerez peut-être votre enceinte connectée Amazon Echo Dot, offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Il y a aussi... une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française, la marque de bracelets mix d'excellence 100% française. Alors pour ouvrir un cadeau en direct, c'est très simple, il vous suffit d'appeler au 0826 300 300 et si vous êtes le 10e appel, c'est gagné. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Bonne chance et vous pouvez appeler aussi si vous avez des réactions ou des questions sur François Bayrou. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les cyclones, comme si Mayotte n'avait pas territoire français, je le rappelle, n'avait pas assez de problèmes. Terrifiant, le cyclone, effectivement, qui vient de frapper Mayotte et qui a fait, paraît-il, peut-être des milliers de morts. Centres hospitaliers très endommagés, centres médicaux sont inopérants. La course contre la monte est engagée. Effectivement, des secours sont attendus aujourd'hui pour venir en tête aux sinistrés. C'est... Que voulez-vous dire sur les mots? Mais justement, on va en parler avec
avec quelqu'un qui habite là-bas, qui va nous faire effectivement l'état des lieux, l'état de la situation. Encore une fois, vraiment Mayotte déjà frappé par la violence, la sécurité, les problèmes d'immigration, etc., etc. Le cyclone Kido, je ne sais pas, encore frappé. Merci Michaela Claudie d'être là, mais auparavant je voudrais vous faire juste écouter l'introduction de François Bayrou hier en présence de Bruno Retailleau qui est parti effectivement aujourd'hui pour Mayotte, le ministre de l'Intérieur, et voici ce que disait visiblement bouleversé François Bayrou. Réunion de crise sur la situation de Mayotte, situation qui croise plusieurs facteurs de risque immédiats et de moyen terme. Tout le monde a bien compris ce qui se passait, un cyclone d'une violence inattendue, des vents à plus de 200 km/h, des équipements publics très endommagés ou détruits, à la préfecture, à l'hôpital, à l'aéroport, rendant impossible un très grand nombre de liaisons aériennes. Et des risques très graves, très violents encourus pour les habitations et aussi pour les habitations précaires, bidonvilles, notamment occupées par les irréguliers. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? On ne sait pas. En tout cas, il était visiblement pas à son aise. Est-ce que il y avait un problème avec... et ce qui est assez frappant, parce qu'on le voit sur les images, là on est à la radio, c'est qu'il est là et il s'en va. Et il s'en va très brusquement, François Bayrou, et il laisse Bruno Retailleau, qui visiblement est très étonné, et il le laisse parler. Alors voilà, bon, ça c'est l'anecdote. La réalité, c'est pas ça. Hein. C'est tout ce qui se passe. Les médecins, les infirmiers et aides-soignants de la réserve sanitaire partiront très rapidement pour renforcer les équipes médicales. Ils sont déjà partis. Voilà, les ministres sont démissionnaires. Vous savez, que ce soit Bruno Retailleau ou effectivement Geneviève Darrieussecq, la ministre démissionnaire de la Santé. Mais tout le monde se mobilise, c'est normal. Un pont aérien maritime est organisé depuis l'île de la Réunion. Le territoire français est distant de 1400 km à vol d'oiseau, envoyer du matériel de secours, etc. Et oui, c'est loin. La faim, les blessés, les sinistrés, pas d'eau, pas d'électricité dans toute une partie de Mayotte. Il faut qu'ils mangent, c'est assez terrifiant. Bilan encore très difficile à s'établir. Nombreuses victimes dans les décombres des bidonvilles très peuplés, notamment des hauteurs de Mamoudzou, a dit le maire de la ville. Alors, il s'est passé hier aussi quelque chose. Nous avons essayé d'avoir Estelle Youssoufa, la députée, mais elle est partie, effectivement, pour Mayotte, vraisemblablement avec l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mais elle était hier sur CNews, pardon. Estelle Youssoufa, écoutez ce qu'elle disait, notamment à propos d'un tweet hier de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise. Écoutez. Je voudrais vous montrer cette communication de Jean-Luc Mélenchon et très rapidement avoir votre réaction. Regardez ce que Jean-Luc Mélenchon a déclaré hier. Le cyclone frappe Mayotte de plein fouet, une population rendue vulnérable et abandonnée et soumise à une terrible épreuve. Le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Votre réaction rapide sur cette prise de position alors qu'on ne savait pas grand-chose encore de la situation de Mayotte. Elle vous scandalise, elle vous révolte, c'est quoi? Moi, si vous voulez, en fait, quand je vois le tweet de M. Mélenchon, je me dis, est-ce que Mayotte souffre pas assez?
Vous voyez, on a toutes les calamités possibles et imaginables, et il faut qu'en plus on se farcisse la mauvaise foi et l'indignité, l'obscénité de M. Mélenchon. Parce que franchement, LFI, je vais vous résumer la position de LFI sur Mayotte. J'ai le député Ratenon de la Réunion LFI qui est sur toutes les télés de France et de Navarre en train de demander le rétablissement d'un visa entre la Réunion et Mayotte, tellement le bonhomme est en maophobie décomplexée. Les humanistes de LFI qui se sont levés vent debout contre Wambushu, qui demandaient la destruction des bidonvilles pour la protection même des habitants qui sont dedans. Ces bidonvilles qui sont devenus des cimetières à ciel ouvert avec cet ouragan, ce cyclone. LFI s'est opposé à cette opération qui devait mettre tout le monde à l'abri. Et maintenant, LFI se permet, alors qu'on compte nos morts, de dire nous, on aurait mieux fait. Non, mais faut comprendre l'obscénité. Ils sont où ces humanistes gauchos gogo là? Où ils sont ces humanistes bobo gauchos? Effectivement, Estelle Youssoufa pose la question. Mais ils n'ont pas honte, tous ces gens, qui se soient à gauche ou pas à droite, etc., d'en faire des éléments électoraux. Ils n'ont pas honte de se faire de la démagogie sur le dos des Mahorais. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on arriver à ça? Vraiment, à cette espèce de... Mais enfin, occupez-vous de sauver ces gens. Occupez-vous de sauver ces gens qui ont tout connu. Vous avez rien dit quand les Comoriens arrivaient par milliers, par centaines de milliers, par dizaines de milliers sur Mayotte. On les a pas entendus. Non, c'est normal. Accueillons tout le monde. Voilà, c'est à 4000 km. Tant que c'est pas chez nous, tant que c'est pas dans la maison, tant que c'est pas dans nos petites et douillettes maisons et manoirs protégés. Mais on est complètement, effectivement, pour l'accueil, pour les migrants. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fasciste, vous êtes etc., vous êtes réac. Mais enfin, c'est pas lamentable. Mayotte est le miroir absolument grossissant de la stupidité, de la glauquitude et de l'imbécilité et des deux poids, deux mesures de toutes ces bonnes âmes qui sont contentes tant qu'elles ne sont pas touchées elles-mêmes. Et il y a eu, on le sait très bien, on proposait, beaucoup d'hommes politiques proposaient détruire les bidonvilles, et comme ça qui effectivement ont été les premiers balayés. Évidemment, quand il y a un cyclone comme ça ou un ouragan comme ça, évidemment, qu'est-ce qui est balayé en premier? C'est ces habitations de fortune. Mais non, il fallait accueillir tout le monde. Alors laissez les bidonvilles prospérer. Voilà la gauche, Voilà la gauche bobo. C'est pas la vraie gauche, ça. C'est la gauche bobo, c'est la gauche factuelle, c'est la gauche électorale, c'est la gauche qui se prostitue pour 3. D'ailleurs, à droite aussi, ça arrive, c'est la même chose. Qui se prostitue pour 3 sièges. C'est honteux. Vous n'avez pas à faire ça à Mayotte. Ils ont autre chose à faire. C'est un territoire français. Occupez-vous-en. Vous voulez réagir à cette grosse colère d'André Berkoff? Vous voulez témoigner de la situation à Mayotte? Ou vous avez simplement une question? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs, les jours de l'attente, et longues sont les nuits sans toi. Un pigeon regrettait son frère, moi je regrette mon bel amour. Comme lui, j'attends un bruit d'aile. 2 pigeons s'aimaient amour tendre. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui aime les pigeons beaucoup plus que Charles Aznavour. C'est la députée LFI. Je parle encore du LFI, mais qu'est-ce que vous voulez, On nous fournit beaucoup de choses à LFI. Ercilia Soudé, députée de Seine-et-Marne, le 11 décembre, elle a déposé une proposition de loi. Oui, avec ses collègues du RFI. Écoutez cette proposition de loi. Les animaux qui vivent en ville, comme les rats, les pigeons. Et donc à cette occasion, j'ai eu le plaisir d'annoncer une proposition de loi que je vais déposer la semaine prochaine et qui a été co-signée par mes collègues LFI.
C'est une proposition de loi qui vise à créer cette catégorie des animaux liminaires dans le Code de l'environnement et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons, que ce soit les stérilisations chirurgicales ou le gazage. En fait, le message que je veux transmettre, c'est que les animaux liminaires, ça fait longtemps qu'ils se sont habitués à nous. Eh bien, c'est à nous maintenant de nous habituer à eux et à faire en sorte que l'on puisse enfin cohabiter. Alors là, vraiment, c'est l'humaniste. Vous voyez, c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a Mayotte d'un côté, qui a la situation que l'on sait, avec des milliers de morts, avec tout ce que l'on sait actuellement, et on n'a pas encore fait le décompte. Hein. Et puis, il y a les rats et les pigeons. Les rats et les pigeons, évidemment, il faut les sauver. Bien sûr, il faut arrêter de les stériliser. Les rats, surtout, les rats. Mais accueillons les rats. Mais écoutez, mais je crois que Ercilia Soudé est très timide. Pourquoi elle s'arrête aux rats? Mais les punaises de lit. Vous savez qu'il y a une conseillère municipale de Strasbourg, il y a quelque temps, on en a parlé, qui disait, mais écoutez, faites attention aux punaises de lit, elles savent pas où elles sont, il faut savoir, elles sont perdues quand elles s'aventurent dans les lits, mais oui, mais elles savent pas, faut comprendre. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Quand on arrive au stade où on dit, oui, il y a des massacres, il y a des morts, il y a ceci, mais il y a les rats et les pigeons. Formidable, hein, c'est vrai. Il faut arrêter de stériliser les rats. Écoutez, accueillons-les. Mes chers Ercilia Soudé, est-ce que chez vous, vous commencerez par recevoir rats et pigeons? Il faudrait donner l'exemple, c'est très important. Une femme politique aussi dédiée que vous, aussi honnête que vous, aussi sincère que vous et aussi engagée que vous, devrait au départ recevoir rats, pigeons, punaises de lit. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on s'arrête en pareil cas. Je pense que les progressistes devraient aussi empêcher les virus de se stériliser. Oui, nous sommes pour l'accueil des virus. Il n'y a pas de raison. Les virus, ce sont des êtres vivants comme d'autres. Hein. Ils se multiplient. Ils mutent, d'ailleurs. Ils mutent. Non, mais j'ai l'air, vous savez, de plaisanter, mais c'est vraiment, on n'a pas envie de ricaner. Mais il faut se dépêcher d'en rire, de peur d'être obligé d'enrager. Parce que vraiment, arriver à ce stade de faire des propositions de loi et d'en être fier et de l'annoncer sur les rats et les pigeons, mais on va où, là ? Ben on va où? On le sait, on va où? Cette espèce de totale décomposition neuronale, mentale, politique, doctrinale et idéologique d'un certain nombre de gens. On ne sait pas ce qui se passe, en tout cas, c'est bien parti, effectivement. Parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est intéressant en ce moment, effectivement, on n'a pas parlé de la Syrie, on n'a pas parlé du Proche-Orient, on n'a pas parlé de la guerre Russie-Ukraine, on en reparlera, bien sûr, vous le savez, auditeur de Sud Radio, résistant Sud Radio, vous savez qu'on en parle, et on en parle très 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 souvent. Mais là, effectivement, avec Bayrou d'un côté, avec Mayotte de l'autre, il y avait de quoi dire, mais c'est intéressant de voir vraiment quelque part un certain nombre d'éditorialistes, d'analystes, de militaires de plateau, de médecins de plateau, de spécialistes de plateau, notamment, je cite lui, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, Guillaume Ancel. Guillaume Ancel qui était sur LCI et qui était, C'est dans l'air, sur France 5, le 10 décembre dernier. Voilà, Guillaume Ancel est écrivain et ancien officier. Et voici ce qu'il disait notamment. Écoutez. Doit nous interroger sur leur radicalité. Et comme par hasard, ce sont les mêmes qui soutiennent Poutine, qui sont assez inquiétants. Frédéric, plus inquiétants d'ailleurs que les quelques dizaines de djihadistes qu'on aperçoit en Syrie. Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Ah mais le fait qu'eux soient inquiétants, bon. Le Pen et Mélenchon... on ne les met pas sur le même plan quand même. Frédéric dans le Vaucluse. Voilà, oui, elle a été un tout petit peu dérangée, l'animatrice. Alors oui, il disait, en fait, Le Pen et Mélenchon
sont plus inquiétants que les quelques djihadistes en Syrie. Évidemment, les quelques djihadistes en Syrie, ils sont très peu anciens Daesh, anciens d'Al-Nosra, anciens islamistes modérés, bien sûr, modérés. Et attention, pour Guillaume Ancel, Le Pen et Mélenchon, c'est une autre paire de manches. Hein. Ah ben, on sait très bien que Marine Le Pen égorge effectivement, quelques immigrés peut-être dans sa cave. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais enfin, et Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, c'est un peu la même chose. Non, non, il y a les djihadistes, mais écoutez, les quelques djihadistes, c'est pas grave. Et la Syrie s'est débarrassée de l'incontestable criminel Bachar el-Assad pour retrouver mais des gazelles, des hommes de paix, des humanistes, tous ces anciens radicaux de Daesh, d'Al-Qaïda et autres, et bien subitement, ils deviennent des interlocuteurs valables. C'est pas formidable d'avoir des interlocuteurs valables, c'est beau. Voilà, il s'appelle, ça s'appelle du plateau, du salivage, des conversations, des élucubrations de plateau. Mais après tout, il faut bien bouffer dans la vie, il faut bien que les hommes vivent, et c'est ainsi que on les suive. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Eh oui, parole. Et il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant qui ne sont pas les paroles. C'est l'Italie. L'Italie a annulé les amendes imposées aux anti-vaccins pendant la pandémie. Ça, c'est très intéressant. L'Italie a commencé à un mouvement. Est-ce qu'il va être suivi ou pas? Voilà, je vous donne l'information. Le gouvernement italien a approuvé un décret qui annule les amendes de 100 € contre les personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 pendant la pandémie. La mesure a été incluse par le cabinet du Premier ministre Giorgia Meloni dans le décret mille extensions, mille proroghe, par lequel le gouvernement prolonge la validité de règles sur le point d'expirer. Alors, depuis son entrée en fonction, Giorgia Meloni a suspendu les amendes contre les personnes dites anti-vax pendant 12 mois en 2022 et 2023. Mais le gouvernement les a désormais annulées définitivement. La révocation ne s'applique toutefois qu'à ceux qui avaient encore des dettes à payer. Ceux qui ont déjà payé les amendes ne seront pas remboursés. La décision d'annuler les amendes anti-vax, évidemment, Marco Furtaro du Parti démocrate, il dit c'est honteux, et expliquer vraiment aux médecins, aux infirmières, c'est honteux. La suppression des amendes est une insulte aux millions d'Italiens qui ont respecté les règles, mais aussi une offense grave contre le personnel soignant, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, le vice-premier ministre et ministre de l'Infrastructure et des Transports, Matteo Salvini, leader de la Ligue nationaliste et l'un des principaux critiques des mesures restrictives pendant la pandémie, a affirmé qu'il était temps de regarder vers l'avenir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que on sait, beaucoup sont fait vacciner? Encore une fois, moi, je me suis fait vacciner. Mais je dois dire que depuis, comme vous savez, question à tout, j'ai beaucoup réfléchi. Et depuis déjà 2-3 ans, et vous le savez que depuis 2-3 ans, nous avons été parmi les seuls, je dis bien les seuls des médias mainstream à dire qu'il y avait des problèmes avec les vaccins. Et qu'on posait la question. Et que l'histoire de la transmission et l'histoire de la contamination était posée. Et nous avons été les premiers. Et pendant un bon moment, les seuls des médias, d'une partie des médias officiels, à la poser. Donc, voilà, Meloni et le gouvernement italien a décidé de annuler toutes les amendes, effectivement, contre les personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire vacciner. Et je rappelle aussi, et nous avons reçu beaucoup de soignants suspendus, beaucoup de pompiers suspendus, beaucoup de gens suspendus, et qui étaient suspendus sans indemnité, sans un sou, sans rien. Aujourd'hui, vous savez, le réel frappe à la porte, je le dis souvent, et bien le réel a enfoncé la porte. Et on sait aujourd'hui ce qui se passe. Et ce n'est plus aussi blanc et noir que ça l'était, il faut le dire. Donc j'espère vraiment que le gouvernement français
il va suivre cela, que le gouvernement français va faire comme Madame Meloni, et en tout cas ne pas mettre des citoyens au banc de la société, comme un certain nombre de gens, pour appeler des cris de haine, hein, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Eh bien c'est fini ça. J'espère qu'ils vont se rattraper et dire que ce qui compte dans la vie, c'est le consentement libre et éclairé. Libre, très important, et éclairé, encore plus important. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov, vous recevez dans le face-à-face Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, et aussi Claire Géronimi, victime de viol et créatrice du podcast Éclat de femme. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Merci d'être là. Je voulais d'abord qu'on aborde ce que vous faisiez dimanche. Je vous dis pas je ne parle pas de votre vie privée. Je parle d'un meeting, d'une conférence qui s'est tenue. Et je voudrais que vous en parliez parce que c'est très très important. Effectivement, c'est quelque chose qui va se renouveler et c'est un combat, je dirais, fondamental eu égard à tout ce qu'on sait sur l'insécurité, sur les viols, sur les tabassages, sur les agressions qui sont devenues monnaie courante. C'est même plus, c'est pas un fait divers, hein. C'est pas un fait de société, c'est un quotidien. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier à Marie-Estelle Dupont? Alors Claire Géronimi, vous savez, avait été agressée en novembre, il y a un peu plus d'un an, en rentrant en plein après-midi chez elle. Elle a été agressée par un homme qui était sous OQTF. Elle a été violée et Claire, comme un certain nombre de femmes qui vivent des violences ou d'hommes qui vivent des violences, a trouvé aussi une forme de résilience dans le fait d'aider d'autres personnes. Comment? En créant son podcast Éclat de femme, auquel j'ai participé. Et hier, elle nous a offert un magnifique atelier dans un dojo du 5e arrondissement près de la Mutualité où, alors je suis intervenue sur la question du traumatisme et comment on se remet d'un traumatisme. Et puis, il y avait un avocat et un cours de self-défense. Donc, c'était très chaleureux. On était une cinquantaine et on a pu apprendre les premiers gestes. Voilà, comment se défaire quand quelqu'un met votre poignet, bloque votre poignet, etc. pour que, au moins, en cas de contact non désiré dans la rue, on soit pas sidéré par la peur et qu'on soit à même d'avoir les bons réflexes, de prendre du recul, de regarder autour de soi si on va pas tomber, voilà, se prendre les pieds dans le trottoir, etc. Donc c'était assez intéressant. Alors Claire Géronimi est avec nous, je crois, justement, Marie-Estelle. Bonjour Claire Géronimi. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, cet atelier là, ce que vous avez, cet atelier, ce que vous avez, c'est le début d'une série. Quel est votre, justement, votre but, votre orientation en faisant cela? Parce que c'est effectivement très important. Marie-Estelle Dupont le soulignait, mais faire quelque chose, informer, souligner et se défendre, c'est quand même fondamental. Oui, en effet. En fait, avec l'association Éclat de Femmes, on aide toutes les victimes d'agressions de rue, qui aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas forcément emparé encore de certaines associations. Et nous, on se centre vraiment sur les victimes d'agressions de rue. Et avec cet atelier qu'on propose de self-défense, là, qui était une première ce dimanche, mais il y en aura il y en aura plein d'autres, on va dire, plus ou moins tous les mois, on va dire, Oui, justement, ce serait une fois par mois. Il y a une régularité Exactement. Qui va se faire ou comment vous voyez les choses? Exactement, il y aura une régularité où on proposera que ce soit un atelier complet comme on a fait avec l'intervention de professionnels, comme l'a dit Marie-Estelle Dupont, avec des officiers de police judiciaire, des avocats ou également des psychologues qui engloberont tout le sujet justement du traumatisme après une agression, comment on réagit face à ça, et à la suite de cette intervention par des professionnels, justement, une initiation au self-défense. D'autant plus qu'après, on proposera également, plus spécifiquement, que des formations de self-défense, que ce soit pour justement tous les citoyens, mais également en entreprise. Ah oui. Ah oui, également l'entreprise, oui, c'est-à-dire, en fait, vous souhaitez toucher le plus de monde possible, effectivement, pour apprendre à se défendre, que ce soit d'ailleurs physiquement, que ce soit moralement, que ce soit parce que, vous savez, on a beaucoup parlé de la honte, beaucoup de gens ont peur d'aller en parler, ont honte d'aller parler de cela, oui. Y compris d'ailleurs à des policiers, donc là aussi, vous allez travailler là-dessus. Exactement, on sensibilise aussi et on pense que c'est important que tous les citoyens soient avertis sur ce sujet-là,
Je prends l'exemple d'entreprises qui sont dans des villes à proximité de Paris qui sont forcément de plus en plus en insécurité, et souvent ce sont des femmes qui doivent rentrer tard le soir, qui se font raccompagner par les agents de sécurité de ces entreprises jusqu'au métro, et en fait ce type de personnes ont besoin de pouvoir se sentir en confiance, de savoir réagir si, imaginons, elles tombent face justement à quelqu'un qui peut être malveillant. Je pense que c'est important de souligner que c'est pas du tout réservé aux femmes. Il y avait des hommes hier, parce que les hommes aussi, on se plaignait du fait qu'aujourd'hui, il y a la question des prédateurs, mais il y a aussi la question des hommes passifs qui ne font rien en fait. Et donc les ateliers sont ouverts aux hommes, d'abord parce qu'il arrive que les hommes se fassent agresser, même si on parle plus des femmes, puisque statistiquement c'est plus souvent les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, mais les hommes aussi sont cordialement invités aux ateliers, Claire, pour apprendre à nous protéger s'ils nous voient nous faire agresser dans la rue. Et puis je crois, ou se défendre eux-mêmes quand ils sont agressés. Mais Marie-Estelle, il y aurait peut-être d'autres cours à faire. Vous allez me dire que c'est plus difficile. C'est tous ces gens qui, et ça arrive souvent dans le métro ou ailleurs et dans la rue, regardent faire mais ne font rien. Bon, parce qu'ils ont peur. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils n'agissent pas. Il y a la question du courage physique, et ça, la question du self-défense est une réponse. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas peur du contact, quand vous avez appris à vous battre, vous êtes moins sidéré par le fait d'intervenir. Et je pense que la question du courage physique, c'est une vraie question aujourd'hui dans notre société. Le confort matériel a fait qu'en fait, on n'a plus de courage physique et on a peur de se faire mal. Et puis, il y a aussi la question que ces hommes, parfois, n'agissent pas parce que s'ils interviennent, c'est eux qui finissent au commissariat de police. Mais là, c'est bon. Là, nous, avec l'atelier de Claire, avec un coup de cutter, etc. Voilà. On va en parler. Claire Géronimi, écoutez, vous reviendrez quand vous voulez parler effectivement de l'avancée de Éclat de femmes. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de réponses d'ici là, enfin depuis que vous avez lancé ce mouvement, vous avez eu beaucoup de réponses, beaucoup de gens se manifestent. Qu'en est-il ? Exactement. En fait, comme moi-même j'ai été victime, comme l'a rappelé Marie-Estelle, je pense que les personnes s'identifient et veulent apporter du soutien à cette cause. Donc on a eu énormément de réponses. On a été, je pense, on a été complet en l'espace de une semaine. Donc ça prouve le vrai engouement qu'il y a pour notre proposition de cours de self-défense. Et je sais que là, les gens en tout cas attendent d'en avoir un prochain. Donc voilà. Ouais. Merci Claire Géronimi. On va continuer à discuter avec Marie-Estelle Dupont d'un autre phénomène, extrêmement important quand même. On en parle, c'est pourquoi, surtout à l'Occident, même ailleurs, on ne veut plus faire d'enfants. En tout cas, un certain nombre grandissant d'hommes et de femmes. No kids, donc vous savez, il dit double income, DINK, les appellent les Américains, c'est-à-dire double salaire, mais pas d'enfants. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que ça traduit? On en parle tout de suite après les informations. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Prendre un enfant par la main, dit la chanson. Alerter les bébés, dit l'autre chanson. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quand même quelque chose d'assez fort, on l'a vu, surtout en Occident, mais pas seulement en Occident, que les pays, vous savez, qui développés, très développés, ultra développés, se dire, écoutez, oui, voilà, nos ancêtres ont labouré, les pauvres, ils mouraient à 40 ans, ils n'avaient pas de congés payés, ils n'avaient rien, et ils faisaient des enfants parce qu'il fallait que les enfants entretiennent. Ben nous, on n'est plus là, hein. Nous, on n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, profitons de la vie. Écoutez, quand même, on a ce qu'il faut, voiture, frigo, voyage. Et puis, enfin, bon, c'est bien les enfants, c'est bien, mais enfin, un point trop n'en faut. Qu'est-ce que ça signifie, Marie-Estelle Dupont? Parce que vous avez, je rappelle que, oui, je vais le dire d'ailleurs tout de suite, vous avez lancé une masterclass de 3 heures disponible en ligne sur le site Le Mois d'Or. C'est vous qui avez le Mois d'Or? Alors le Mois d'Or, c'est un institut de formation en fait qui aide les professionnels de l'enfance et les jeunes parents à traverser cette période. Le Mois d'Or, en fait, c'est le mois
qui suit, c'est le postpartum en fait, le mois d'or. Ah oui. Et donc on s'adresse dans le retour à la maison avant que la femme se remette de son accouchement complètement, ou dans certains pays d'ailleurs, la jeune femme doit rester couchée et bouger le moins possible, à part certains mouvements pour remettre son bassin de l'accouchement. Donc on voit bien comment notre temporalité moderne, où au bout d'une semaine, il faut être debout, remettre des talons, etc., n'a aucun sens sur le plan physiologique. Alors justement, vous avez une masterclass de 3 heures, elle est donc je rappelle disponible en ligne sur le site Le Mois d'Or, autour des défis de la parentalité d'aujourd'hui. Vous abordez tout cela dans un programme de 3 heures en vente sur Internet, qui peut être un cadeau de Noël, effectivement, pour les futurs parents qui se disent comment ça va se passer. Et c'est au-delà de la péridurale ou de la césarienne, bien sûr. Pour répondre aux inquiétudes, Voilà, qui ont grandi depuis la crise sanitaire. Exactement. Donc vous pouvez retrouver ça sur le compte Twitter de Marie-Estelle Dupont et Instagram. Alors, justement, voilà, il y a des gens, et heureusement, il y a des gens qui font des enfants, qui les attendent, qui les espèrent, et voilà, il faut faire tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, et surtout l'après. Mais il y a aussi, effectivement, il y a énormément de gens de par ce monde, et surtout le monde occidental. Alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je voudrais donner quelques chiffres, Marie-Estelle, avant de commencer. En 2023, en France, 678 000 bébés sont nés. C'est 6,6% de moins qu'en 2022, donc en un an, 6,6% de moins qu'en 2022. Mais ce qui est beaucoup plus, en tout cas, intéressant et qui pose question, c'est près de 20% de moins qu'en 2010. C'est-à-dire, il y a 13-14 ans, c'est rien, cette année du dernier pic des naissances, voilà. L'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit à 1,68 enfants par femme en 2023, après 1,79 en 2022. Voilà, depuis la Seconde Guerre mondiale, et je termine là-dessus, cet indicateur n'a jamais été aussi bas, hormis en 93 et 94. Donc, il y a quand même un problème. Le problème ne se pose pas pour vous, vous êtes mère de 3 enfants. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est dû à quoi ? Il y a des tas de raisons. On va pas faire du blanc et noir, mais expliquez-nous. Et c'est pas qu'une question de fertilité, puisqu'il y a en parallèle un chiffre qui augmente, c'est celui des avortements. Aujourd'hui, il y a à peu près, on avorte à peu près l'équivalent de la ville de Lille tous les ans en France. Ah ouais. C'est environ 215 000 bébés qui sont 215 000 avortements, je crois, en France, si je ne me trompe pas. Je mets un tout petit bémol sur le chiffre que je vous donne, parce que je ne l'ai pas vérifié ce matin. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. D'abord, ce phénomène, il est occidental, il n'est pas mondial. Oui. La baisse de la natalité, elle est occidentale. Et depuis la crise sanitaire, effectivement, on est en train de se rapprocher d'un solde même négatif. Donc la question de, l'argument occidental, États-Unis compris, Europe, etc. États-Unis et vieux continent. Voilà. Donc l'Occident ne fait plus de bébés. L'Occident ne fait plus de bébés. Pour moi, c'est un des symptômes d'une maladie collective de dépression et presque de suicide programmé de l'Occident. Parce que quand on dit, quand on veut avancer, le progrès aujourd'hui, c'est d'avancer sur l'avortement, d'avancer sur le contrôle des natalités, d'avancer sur l'euthanasie. C'est-à-dire tout ce qui est anti-vie apparaît comme un progrès. C'est-à-dire qu'on a basculé dans l'écueil de la technologie au détriment de la spiritualité et de l'espérance et de la transmission. Je pense que la première explication à ça, c'est la profonde déspiritualisation de l'Occident. En fait, quand vous regardez les familles qui font encore beaucoup d'enfants, c'est des familles qui ont une transcendance. Ça ne veut pas dire qu'ils la foi ou une spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont à la synagogue, à la mosquée ou à l'église tous les samedis, vendredis ou dimanches. Mais ça veut dire qu'il y a une espérance, il y a une croyance dans quelque chose de plus grand qui les dépasse. C'est-à-dire que tant que l'homme peut s'inscrire dans un tout dont il n'est pas le centre, dont il n'est pas le maître, il a une espérance, il a envie de transmettre la vie. Pour le dire un peu grossièrement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a réduit la transmission au patrimoine. On a sombré dans une anthropologie et une vision de la vie extrêmement matérialiste et une définition extrêmement matérialiste de l'existence, dont parlait Bernanos en disant maintenant l'homme se résume un consommateur contribuable. Consommateur et contribuable, c'est-à-dire qu'on a une définition chiffrée, algorithmique
de l'être humain, qui finalement n'a même plus besoin de penser, de rêver, de croire. C'est ces comportements qu'il définissent et il doit rentrer dans une logique statistique. Donc la vision très matérialiste de l'existence, elle ne pousse pas à faire des enfants. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui vient vous déranger dans votre confort, dans vos certitudes, dans votre croyance que vous êtes le maître de tout, c'est l'enfant. Vous pouvez éviter l'incertitude, vous pouvez éviter le doute tant que vous n'avez pas d'enfant, en vous organisant une vie confortable. L'enfant, il vient faire exploser le contrôle, puisque l'enfant, il jaillit et il vous fait changer de centre de gravité. Vous n'êtes plus le centre de gravité de votre existence. Vous avez ce petit être totalement dépendant de vous et totalement vulnérable, totalement mystérieux, parce que l'enfant qui naît n'est pas l'enfant que vous avez fantasmé. Il y a un écart, ça on en parle dans la masterclass, il y a un écart entre l'enfant rêvé et l'enfant réel. Et donc il vient nous frustrer. Oui, mais en même temps, écoutez, pourquoi vous dites ça nous trouble? Non, puisqu'on s'attend, on est content d'avoir ce petit être qu'on ne connaît pas. Mais enfin, en général, quand on le fait, je parle dans la majorité des cas, on est content et lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, quand même. Si tant est que vous soyez prêt à aimer. Et je pense que dans une société extrêmement matérialiste, le lien affectif est très fragilisé. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il faut jouir sans entrave et que l'horizon du bonheur, c'est le confort et c'est de kiffer, c'est-à-dire une ambition très court-termiste et qui n'est pas du tout relationnelle. Aujourd'hui, la psychologie est en train de se faire grignoter par le développement personnel. Mais c'est une aberration, le terme de développement personnel. Le mammifère qu'est l'être humain ne survit qu'avec des relations. Donc si on se développe personnellement, en fait, on s'éteint. Il faut se développer dans le lien affectif à l'autre. Donc je pense que la perte de spiritualité, cette vision très consumériste de l'existence, où je suis le centre, le moi se veut mettre en sa demeure, c'est un peu un vertige narcissique et égotique qui fait qu'on voit l'enfant comme un risque qu'on ne veut pas prendre. Parce que l'enfant, il est imparfait, l'enfant il réactive aussi des traumas, parce que moi, je veux bien qu'il y ait de l'idéologie, mais l'argument écologique, il ne tient pas 2 minutes. Enfin, je veux dire, on va bientôt arriver à un solde négatif en Occident, et de toute façon, les courbes annoncent qu'il y a un plancher aux alentours de 2100 et que la population mondiale n'augmentera plus. Donc, si on veut sauver la Terre, et qu'on le fait au prix de l'extinction, on est prêt à l'extinction de l'espèce, ça n'a aucun sens puisqu'on ne veut sauver la Terre que pour la transmettre, on est d'accord? Oui, mais vous avez vu quand même... Ou alors on revient à une logique sacrificielle complètement absurde. Oui, alors non, mais il y a aussi, enfin évidemment, il ne parle pas des enfants, mais il parle des vieux ou des parents ou des grands-parents. Vous avez vu quand même qu'une logique de dépopulation s'installe dans certaines élites. Il y a trop de monde, et d'ailleurs chez certains écologistes, il y a trop de monde, la population est trop peuplée, il faut absolument arrêter le massacre. C'est quand même assez... Ils veulent un massacre pour arrêter le massacre, quoi. Oui, parce que je crois que l'hubris humain qui veut le contrôle absolu, ça c'est un vertige narcissique, on veut le contrôle sur la vie et sur la mort, et donc on a une vision tellement algorithmique et chiffrée des choses qu'à partir de 60 ans, les personnes coûtent de l'argent à la société, donc elles sont trop nombreuses. Et on a bien vu pendant la crise sanitaire, de quelle manière absolument abjecte et inhumaine on a traité 2 catégories de population, les personnes âgées et les enfants. Absolument. Qu'on a privé du visage humain. Et donc les personnes âgées ne mourraient pas du Covid, elles mouraient de solitude parce qu'elles faisaient des syndromes de glissement et qu'elles crevaient de douleur d'être toutes seules. Moi j'avais des patients âgés qui me disaient mais je vais mourir si je vois pas mes petits-enfants. Donc on a cette vision très déshumanisante. Donc il y a l'argument de la baisse de spiritualité, il y a la question de la vision... en fait, ces boomers qui ont une anthropologie très très matérialiste. Mais je crois aussi, vous savez, qu'on a les opinions de ces failles, qu'on a les opinions de ces traumas. C'est-à-dire que l'idéologie écologique qu'on vient plaquer, les no-kids, etc. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, hein, parce qu'il y a 42% des femmes de moins de 35 ans qui disent que la crainte du réchauffement climatique pèse dans leur non-désir d'enfant. En plus du coût économique où aujourd'hui, avec l'inflation, les difficultés économiques, un enfant à accueillir, ça coûte cher. Bien sûr. Oui, il n'y a pas que l'écologie, il y a l'économie aussi. Il y a l'économie qui est une réalité. Et puis, il y a les conditions d'accueil du jeune enfant dans la société actuelle, qui est une société néolibérale profondément hypocrite. Parce qu'en réalité, les femmes sont en burn-out, elles s'épuisent, puisqu'elles doivent à la fois assurer économiquement au moment où elles mettent au monde, et elles ne trouvent pas... les entreprises n'ont pas de crèche dans l'entreprise, elles courent partout, elles s'épuisent, physiologiquement c'est une aberration, et si elles ont envie de s'occuper convenablement de leur enfant quand elles sont profession libérale, moi j'ai eu des jumeaux en étant profession libérale, je le sais bien, en fait elles sont coincées, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un pourvoyeur extérieur familial, elles ne peuvent pas être au four et au moulin pendant une certaine période de leur vie. La société
ne permet pas cela. Et puis, il faut avoir des moyens d'avoir une nounou, d'avoir la crèche disponible, etc. Enfin. Oui, ou il faudrait avoir le droit tout simplement d'avoir envie de s'occuper de son bébé, parce que la santé mentale et la santé de la femme et la santé du bébé dépendent aussi de la qualité très forte de ces liens. Tout ce qu'on donne à notre enfant quand il est tout bébé et qu'il arrive, c'est de la prévention sur des troubles du comportement, des difficultés de tous ordres, de la dépression, de l'anxiété, etc. Le bébé est bercé dans le ventre de sa mère, donc on ne peut pas l'en séparer tout de suite. Et on a, Marie-Estelle Dupont, déprécié la femme qui ne travaille pas. Moi, je vois quand on dit à quelqu'un qui fait dans la vie, on a tous eu ça comme ça dans des conversations, moi je ne travaille pas, et elle est presque honteuse de dire ça. Oui, mais moi, il faut arrêter de dire je ne travaille pas. Il faut dire j'ai un travail, parce que qui est fondamental pour l'avenir de la société, c'est les futurs contribuables, c'est les futurs décideurs, c'est les futurs ingénieurs, etc. Ce sont les hommes et les femmes de demain que les femmes au foyer, que les mamans qui s'occupent de leurs enfants avant de reprendre ou pas le travail, éduquent. Ce travail-là, c'est un travail qui est non seulement un travail physique, émotionnel. Je rappelle que quand même les sécrétions de cortisol, c'est-à-dire d'hormones de stress, sont plus élevées chez les femmes qui s'occupent de jeunes enfants que chez les personnes qui sont des hauts dirigeants. C'est tellement fatigant en termes d'hypervigilance. Voilà, donc il faut arrêter de dire qu'on ne travaille pas, il faut dire qu'on accepte de faire un travail non rémunéré parce que c'est le travail de l'amour et que, comme disait Kundera, l'amour est au travail, il est infatigable. Oui, on va en parler juste après cette petite pause, Marie-Estelle Dupont, parce que le problème, c'est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas rémunérer ce travail. Vraie question. On en parle tout de suite après cette pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne. Et on parle d'un sujet, mais vraiment fondamental, on le sait, les statistiques arrivent, nous les montrent, mais justement on fait inventaire de pourquoi. Pourquoi l'Occident, et c'est vrai plus que partout ailleurs, ne veut plus d'enfants. Pas généralisé, mais enfin on voit les courbes, on voit ce qui se passe, et on se dit qu'il y a quelque chose quand même. Et justement, avant la pause, Marie-Estelle Dupont, est-ce que franchement, pour rester dans la discussion, est-ce que vous dites c'est un travail, il faut arrêter de dire je ne travaille pas, c'est un travail. Mais pourquoi, enfin quand on voit, quand on voit les millions qu'on donne à tel ou tel pays pour développer notamment la Chine, vous savez qu'on aide la Chine, chaque année on donne 150 millions à la Chine pour son développement, nous la France. Bon, passons, pourquoi effectivement ce ne serait pas rémunéré? Ouais, honnêtement, moi j'ai 3 enfants, mes dimanches ils commencent à 7h-10 le matin et ils se terminent à 22h30. Donc évidemment que c'est un job avec beaucoup d'heures sup, mais c'est... Avec du plaisir quand même. C'est-à-dire que moi, il y a absolument pas de doute sur le fait que tout ce travail nous nourrit la famille et on se renvoie la tendresse comme ça, et que toute cette fatigue a du sens. Alors que si je faisais le quart de ces heures-là dans une grande entreprise dont je n'ai strictement rien à fiche pour faire un bullshit job, je serais en burn-out. Évidemment, là je n'y suis pas. C'est-à-dire que c'est nourrissant parce que ça fait sens. Je crois que il y a une autre raison pour laquelle en Occident on fait moins d'enfants, c'est que vous savez les supports idéologiques, que ce soit une idéologie politique, religieuse, quelle qu'elle soit, l'idéologie est souvent une rationalisation d'un mal-être individuel qu'on n'a pas travaillé. Honnêtement, si j'avais pas été en thérapie, moi j'aurais pas eu d'enfant parce que j'ai détesté mon enfance, j'ai été maltraitée par ma mère, j'avais peur d'être la même mère que ma mère, donc je ne voulais pas être mère. C'est le fait d'aller traverser mes traumas, etc., et de me reconstruire qui m'a fait comprendre que j'avais la possibilité de donner ce que j'avais perçu. Et quand on interroge les jeunes femmes qui veulent pas d'enfants, il y en a un certain nombre. Je dis pas du tout que ce sont toutes les jeunes femmes qui veulent pas d'enfants. On peut ne pas vouloir d'enfants pour d'excellentes raisons. Absolument. Et il faut surtout pas. C'est légitime. Il faut pas se forcer. Et il faut surtout pas se forcer à avoir d'enfants. Le problème pour moi, c'est l'idéologie, parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes femmes vous disent que elles ont été abusées, ou qu'elles ont été très malheureuses étant enfants, ou qu'elles ont vu leurs parents divorcer parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur des questions éducatives. Donc finalement, si on fait un vrai travail introspectif sur notre
histoire personnelle, on sera plus à même de faire un choix libre sur je ne veux pas d'enfants parce que réellement je ne souhaite pas d'enfants, je n'ai pas rencontré l'homme qui m'inspire l'envie d'avoir des enfants, parce que ça se fait à deux quand même de préférence. Bien sûr. Vaut mieux, oui. Il paraît que c'est plus à la mode, mais ça se fait quand même. C'est plus à la mode, mais c'est plus pratique à deux. Je veux pas d'enfants parce qu'en fait, mon désir de maternité est écrasé par les séquelles de mes traumas. Et quand on a levé les traumas, il y a un certain nombre de jeunes femmes qui n'en voulaient pas et qui accèdent à ce désir. Et c'est heureux pour elles. De la même manière que c'est heureux quand on n'en veut pas, de ne pas avoir la pression de sa famille qui dit « fais des enfants parce que sinon t'es pas vraiment une femme ». Ça c'est insultant et c'est insupportable. Mais le vrai problème, c'est l'idéologie quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas cette idéologie qui dit que les femmes doivent travailler parce que c'est dégradant d'être à la maison. Je ne supporte pas l'idéologie inverse qui dit que les femmes doivent rester à la maison, qu'on peut pas être une bonne mère en travaillant. Ce qu'on m'a dit, je suis désolée, c'est insultant pour toutes les femmes qui sont obligées économiquement de bosser pour éduquer leurs petits. Oui, c'est trop facile de faire. L'idéologie n'a pas sa place, en fait. L'idéologie n'a pas sa place. Et je crois qu'il y a dans le mouvement de Child Free, no Kids, etc., il est très pratique, l'argument écologique. Mais ce sont les mêmes qui dépensent des litres de kérosène pour voyager 10 fois par an, mais qui voient pas du tout, mais qui pensent que c'est un problème d'avoir des enfants parce qu'on va faire plus de lessive dans la semaine. À un moment donné, il faut être cohérent quand même, parce que moi personnellement, je suis mère de famille nombreuse, je consomme pas plus puisque mes plaisirs sont d'une autre nature que les compensations d'aller chez des grandes marques dont je ne citerai pas le nom le samedi pour acheter plein de fringues fabriquées en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un autre plaisir. Il y a le plaisir du jeu. Vous n'avez plus le plaisir avec vos enfants qu'à aller faire du shopping. Il y a le plaisir du jeu. Avec 3 enfants, vous allez moins au resto, vous cuisinez avec vos enfants à la maison. Donc en fait, vous consommez différemment, mais vous ne consommez pas nécessairement plus. Mais alors justement, reparlons de ces idéologies en kit, enfin de ce qu'on fournit justement en disant attendez, voilà, vous avez autre chose à faire parce que vous devez vous consacrer à ceci et cela. Mais est-ce que c'est vrai que c'est quoi? C'est le narcissisme, c'est la culture du narcissisme poussée à bout, c'est moi et moi? Ah bah bien sûr, Christopher Lasch, il en parle d'ailleurs. À un moment donné, on a été pris d'un tel vertige narcissique, le fait de ne pas croire en Dieu est un problème parce qu'on se prend pour Dieu, inévitablement. À un moment donné, l'homme, il a besoin de croire en quelque chose, donc il accorde le pouvoir à la technologie, à son propre narcissisme, il se veut le centre du jeu en permanence. Et quand on veut jouir... Vous avez des athées qui sont d'excellents parents, chère Marie-Estelle. Oui, mais ils croient en quelque chose qui... Ces athées-là ne croient pas en Dieu au sens religieux du terme, mais ils ont une espérance intérieure. Quand vous leur parlez de l'éducation de leurs enfants, les valeurs, ils ont envie de transmettre à leurs enfants autre chose qu'un patrimoine matériel. Et je pense que quand on réduit la transmission au patrimoine matériel, évidemment que l'enfant est un problème, parce que plus il y a d'enfants, moins il y aura de richesse. Je crois que on a du mal à donner sa place à l'enfant en tant que vecteur de maturité. L'enfant, il nous fait grandir. Parce que quand on rentre dans l'éducation d'un enfant, on doit travailler sur des vertus telles que la patience, telles que l'humilité. Assister en fait à l'éveil de l'intelligence chez un enfant, c'est quelque chose d'absolument passionnant sur le plan intellectuel. Et quand on est dans une société... on refait l'histoire du monde, hein. On refait l'histoire du monde. Mais bien sûr. Avec l'enfant, c'est ça. Mais bien sûr. Puis alors, vraiment, les discussions avec des enfants de 4 ans sont souvent plus intéressantes que les discussions avec des adultes, parce que ils vous interrogent sur les étoiles, sur le soleil, sur la mort, c'est extraordinaire. Ils ont des vraies questions existentielles. Donc je crois que quand on est centré sur son nombril et sur l'obsession de jouir sans entrave, l'enfant, c'est celui qui va me retirer mes grasses mat, c'est celui qui va m'empêcher de voyager, d'avoir des amants quand je veux, etc., etc. Mais quelle tristesse dans ces arguments, parce que vous passez à côté de là où l'enfant va vous emmener, et l'enfant, il va vous emmener dans un endroit qui est à la fois l'amour inconditionnel avec quelqu'un que vous avez porté et la rencontre avec un autre tout autre. Il est totalement dépendant, mais il est radicalement autre. Et ce que vous lui donnez pour qu'un jour il puisse vous quitter librement. Donc finalement, l'enfant, c'est la plus belle école de la liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont très peur de la liberté. Ah oui, vous pensez, alors qu'ils la prônent du matin au soir et du soir au matin. Mais c'est pas la liberté d'être dans le confort. Mais c'est intéressant ce que vous dites, par exemple, pour quelqu'un qui est un vrai libertarien comme Elon Musk, il a 10 enfants.
C'est très, enfin 8 à 10 enfants, je ne sais pas exactement combien. Et ce qui est intéressant aussi, alors je vois effectivement quand vous parlez de conviction, parce qu'on voit très bien, et vous avez raison de le souligner, il faut rappeler, les familles qui ont le plus d'enfants, c'est les familles religieuses, en tout cas qui sont croyantes, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, partout, hein, c'est incontestable. C'est-à-dire que eux, ils croient dans l'avenir et ils croient dans la terre comme rédemption, etc. Aujourd'hui, moi, si j'avais 25 ans, je trouverais ça très compliqué d'avoir une envie d'enfant si j'écoutais le monde autour de moi. On est en narratif de crise depuis 40 ans. Crise économique, crise écologique, guerre, crise sanitaire. On vous parle de crise à tout bout de champ. Donc c'est hyper anxiogène et ils ont du mal à se projeter. Évidemment que les personnes qui sont dans des familles où il y a une espérance, quelle qu'elle soit, où il y a une idée que l'homme n'est pas sa propre fin, mais qu'il s'inscrit dans une transmission, et que ce qui est bon pour sa santé, c'est les liens affectifs, qu'en fait, tout ce qui a de la valeur dans la vie, c'est tout ce qui n'a pas de prix. C'est-à-dire, c'est tout ce que nos technocrates n'arrivent pas à quantifier. C'est vrai, mais la joie, on fait croire aux gens que ce qui a de la valeur dans la vie, vous vous rappelez de cette phrase merveilleuse, qui n'a pas eu sa Rolex à 50 ans, mon Dieu, a raté sa vie. Quoi. Oui, bon, qui a sa Rolex a plus de chances de se faire agacer dans la rue aussi. Donc, voilà, je crois qu'il y a aussi cette question de l'espérance et de la transcendance, et l'enfant nous fait sauter au visage le mystère de la vie. Et je ne sais pas si on est tous prêts à rencontrer ce mystère. Parce que c'est foudroyant, un enfant qui arrive, en fait. Il y a quelque chose... Moi, j'ai été foudroyée par l'arrivée de mes enfants. Ils m'ont fait aller à un endroit que je ne soupçonnais pas en termes de ressources, en termes d'amour, mais aussi en termes... Vous ne soupçonnez pas de rencontrer ce que vous avez rencontré, quoi. Vous ne soupçonniez pas de rencontrer, disons quoi, d'autres valeurs, d'autres... Je ne pensais pas que ce serait bouleversant à ce point. Je ne pensais pas que ce serait un séisme à ce point. Je ne pensais pas que je serais inquiète tous les jours du reste de ma vie. Mais en même temps, c'est un bouleversement. Et est-ce qu'on est prêt à lâcher prise? Parce que le narcissisme, ça veut contrôler. Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise et à s'ouvrir à ça, en fait? Est-ce qu'on est prêt à se rouvrir à ce ça dépend des caractères de chacun. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que les arguments idéologiques, pour moi, sont fallacieux, parce qu'en réalité, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend des traumas. Quand vous avez détesté votre enfance, c'est difficile de vous projeter là-dedans si vous n'avez pas bossé sur vous. Et encore une fois, quand on voit l'incohérence du discours écologiste, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent qu'ils veulent pas d'enfants pour sauver la planète, mais à côté de ça, ils consomment des produits qui viennent de Chine et ils voyagent à tout bout de champ. On sent bien que c'est une autre... Il y a autre chose derrière. Il y a l'inconscient. Il y a l'inconscient avec ses résistances et avec est-ce que je fais ce saut dans le vide? Parce que avoir un enfant, c'est un saut dans le vide, peut-être encore plus que tomber amoureux. D'ailleurs, on tombe de deux choses. On tombe amoureux, on tombe enceinte. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur son trône de certitude narcissique. Mais est-ce que, Marie, vous avez 5 enfants, vous, hein? Oui. Oh là. 5. Et toujours. J'ai toujours 5 enfants et ça n'a pas changé depuis 25 ans. Non, absolument. Non, je veux dire que Marie Folliot, effectivement, qui prépare l'émission, et on parlait, enfin, de temps en temps de cela, mais dites-moi, il y a quand même des civilisations, faut le dire aussi, et je vais être un peu, je dirais, sommaire là-dessus, mais qui font des enfants comme on fait des lapins. Pardon, ça existe, ça. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pas non plus très glorieux non plus. C'est pour ça que moi... Parce qu'il faut faire des enfants, pardon, juste un mot. Parce que moi, je vous suis totalement. Mais quand on fait des enfants qui est à la portée du premier lapin venu, pardon de le dire comme ça, mais qu'on ne s'en occupe pas, qu'on ne les aime pas, tout est dans l'amour que vous lui donnez, tout est dans les soins que vous lui donnez, tout est dans la manière dont vous en occupez, d'une manière ou d'une autre. Non mais évidemment, tout est dans la conscience en fait. Mais moi, ce que je critique, c'est l'idéologie hyper anxiogène qui essaye de faire croire à la jeune génération que le bien, c'est de ne pas avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'on se part de vertu pour faire passer un message idéologique qui ne tient pas la route. Mais moi, je suis pour que les gens fassent ce qu'ils ont réellement envie de faire. Une fois les traumas dépassés, si t'as vraiment pas envie d'avoir d'enfants, faut surtout pas te forcer. Si t'as envie d'avoir des enfants, faut surtout pas l'interdire. Le problème, encore une fois, c'est de vouloir faire passer pour le bien une posture qui est entièrement idéologique et politique. Tout à fait. Mais il y a des idéologies mortifères qui demandent qu'on fasse des enfants pour en faire soit des prochains martyrs, soit des soutiens économiques. Oui, il y a deux choses, la pauvreté... Mais donc c'est encore de l'idéologie. C'est encore de l'idéologie. Donc c'est encore mortifère.
Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on est entouré d'idéologies mortifères d'un côté comme d'un autre. Il n'y a pas que ça, hein, attention, je ne veux pas généraliser. C'est ce qu'on dit dans la masterclass, c'est que je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de lui apprendre non pas ce qu'il doit penser, mais lui apprendre le sens critique, lui apprendre à discerner, lui apprendre à exercer sa pensée, parce qu'il va toute sa vie être sur un chemin jonché d'idéologie, quelle qu'elle soit. Lui apprendre la liberté. L'esprit critique, l'esprit critique, et ce qu'évidemment l'école aujourd'hui ne fait plus du tout. C'est clair. On va continuer d'en parler justement de l'école après cette petite pause. Et moi, je ne vais pas vous parler de mes enfants, mais plutôt je vais vous demander à vous, chers auditeurs, d'appeler si vous avez une question, un témoignage ou encore une réaction au 0826 300 300. Dans tous ses états. Pourquoi faire des enfants ? Évidemment, question provocatrice, mais surtout, pourquoi on ne fait plus d'enfants, en tout cas en Occident. On en parle effectivement avec la psychologue Marie-Estelle Dupont. Il y a quelque chose, justement, effectivement, il y a aussi ces problèmes, on en parlait juste avant de reprendre l'antenne, sur ces problèmes de couple, et vous disiez, Marie-Estelle, qu'il y a des couples qui se séparent au bout de 5 ans. En fait, dans les couples qui se séparent, il y en a 46% qui se séparent avant la fin de la première année de l'enfant. Avant la première année. Ouais, et il y a un pic de divorce aux 5 ans, dans les couples qui se séparent. Ouais. Il y en a presque la moitié qui se séparent au moment des 1 an de l'enfant. C'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est difficile de passer de 2 à 3. Je pense qu'il y a une question de confiance aujourd'hui qui est vraiment ébranlée entre les hommes et les femmes. Et la relation entre les hommes et les femmes, nous on le voit en thérapie, elle est quand même désastreuse aujourd'hui dans les couples. C'est-à-dire que dans le féminisme, il y a eu quand même un impensé et quelque chose qui a été complètement foiré, c'est la question de la complémentarité. On a tellement voulu l'égalité, mais en fait l'égalité, ça ne veut rien dire. Bien sûr. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, c'est la complémentarité l'enjeu. Si on est complémentaire, c'est l'équité et la complémentarité. Pendant que tu portes mon bébé, pendant que tu es dans la nidation, que tu assures en fait sa vie, sa survie, moi mon rôle c'est ça, et moi je suis protecteur, je suis pourvoyeur, parce que si le père protège la mère protège l'enfant, et qu'on est dans une complémentarité avec une gratitude l'un envers l'autre et une inclusion réciproque, on peut y arriver. Si on est en compétition, oui, mais tant que je suis enceinte, ça ralentit ma carrière et machin et truc, évidemment que les couples explosent. Parce que finalement, quand on est séparés, la semaine où il est chez papa, moi je peux avancer, et donc ça devient des calculs abominables où l'enfant n'est plus, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est plus du tout au centre des préoccupations. Donc je pense que la dégradation de la qualité des relations hommes-femmes aujourd'hui, c'est une vraie question à penser dans l'Occident, parce que c'est super cette idéologie individualiste, mais le problème c'est qu'on a juste complètement érodé la question de la confiance et la question de l'interdépendance, et on est des mammifères, c'est pas possible de faire autrement. Donc on a besoin en fait pour notre survie de ces liens. Et si on sait redonner à chacun sa place en acceptant l'idée qu'une place ça évolue et qu'il y a un temps pour tout. Moi je suis désolée, mais quand mes enfants étaient bébés, j'ai pas bien vécu de pas pouvoir prendre mon temps avec mes jumeaux et de devoir aller me réoccuper très vite des patients, des plateaux télé, etc. J'avais envie d'être collée à eux. Et je crois que si on sait pas redonner... Mais vous aviez envie de travailler aussi quand même, non ? À l'époque, très sincèrement, mettons tout de côté. Marie-Estelle, si par exemple... J'avais pas envie d'arrêter de travailler définitivement, j'avais envie de pouvoir faire chaque chose en son temps. C'est ça. De faire une année sabbatique, par exemple, pour vous occuper de vos enfants. Mon rêve pour mes jumeaux, ça aurait été de m'arrêter 5 ans, bien sûr. J'avais déjà un grand qui devenait adolescent, il y avait la crise sanitaire, etc. Bon, j'ai pas pu le faire. J'ai été au four et au moulin. Mais il y a une qualité, il y a aussi la question de la santé physique de la femme qui s'épuise, mais il y a une qualité de lien entre l'homme et la femme qui a été tellement érodée que ça devient extrêmement difficile aujourd'hui pour chacun de trouver sa place. Peut-être, il faut encore une fois pas généraliser, il y a quand même des couples heureux. Il y a évidemment des couples heureux, mais ce que je veux dire, c'est que l'idéologie, la gestion de la société très bureaucratique, quand on voit quand même que dans les crèches publiques, il y a un adulte pour 8 enfants. Alors moi, je suis désolée, mais pour moi, c'est la définition de la maltraitance. Parce que seul avec 8 bébés, personne s'en sort. Vous avez que 2 bras, ça augmente pas avec le nombre d'enfants dont vous occupez les bras. Donc il y a une maltraitance institutionnelle dans ce pays vis-à-vis des bébés, et donc vis-à-vis aussi des mamans. Parce que ce sont les mamans qui galèrent. C'est les mamans qui culpabilisent au boulot de partir plus tôt pour aller le chercher. C'est les mamans qui culpabilisent quand le bébé est malade de ne pas pouvoir aller au travail. Donc cette pression, elle se répercute sur la relation dans le couple, mais elle se répercute aussi sur la qualité de la relation avec l'enfant.
Et si on a plein d'enfants aujourd'hui qui ont des troubles du sommeil, qui sont agités, qui ont des troubles de l'attention, c'est parce qu'on ne prend pas notre temps. C'est-à-dire que la société moderne, elle veut tellement l'instantanéité, elle veut tellement l'efficacité, elle veut tellement la performance, elle veut tellement qu'on soit au four et au moulin, qu'elle ne respecte pas les rythmes. Et la première année de vie de l'enfant, c'est un rythme qui est différent pour le couple des années qui suivent. Et puis après, on retrouve un équilibre. Oui, et cet équilibre, il bouge. Et c'est là où il y a la crise. Alors, qu'est-ce qu'on répondait? Je voudrais qu'on aborde, on n'a pas encore abordé cela. Elle me dit, mais regardez, nous, vous dites que la société ne s'occupe pas de faire des enfants, mais pas du tout. Regardez la GPA, regardez la gestation pour deux. On promet à des couples qui soient d'ailleurs hétéros, mais qui peuvent faire d'enfants, ou homo, ou autres, etc. Eh ben, écoutez, voilà, il y aura des mères porteuses qui vont les fabriquer. Vous voyez, d'un côté, vous vous plaignez que l'Occident fasse moins d'enfants, mais regardez, nous avons apporté ces solutions magiques, miraculeuses. D'abord, la PLA pour des procréations médicalement assistées, très bien, mais surtout la gestation pour autrui. Les mères porteuses qui vont vous faire autant d'enfants que vous voulez. Quel cauchemar. Olivia Morel a reçu un prix récemment d'ailleurs en Italie justement pour son combat contre la GPA. Je pense que la GPA est une aberration scientifique puisque l'être humain est un mammifère, c'est-à-dire que la survie dépend du lien avec la maman, et dans la GPA vous programmez d'arracher un enfant à sa mère. Donc on ne peut pas comparer la GPA et l'adoption. Dans l'adoption, vous réparez une séparation subie pour X raisons. Dans la GPA, vous programmez d'arracher l'enfant à sa mère. Et alors, le taux de suicide ou d'idées suicidaires chez les femmes qui ont été mères porteuses, évidemment, c'est des choses dont on ne peut pas parler aujourd'hui parce que ce serait complètement réactionnaire. Mais c'est une réalité. C'est une réalité? Oui, parce que vous savez, dans les années 60, on a découvert le chimérisme materno-fœtal. En fait, quand vous avez porté un bébé, pendant des décennies et des décennies, vous allez garder des cellules de ce bébé, de cet embryon dans votre corps. Et cet enfant va garder des cellules de sa mère. Je ne parle pas du patrimoine génétique, hein. Je parle bien de cellules. Ouais. Il garde des cellules de sa mère. C'est pour ça que on sent à distance qu'on a un enfant qui va pas bien, qui va se réveiller, qu'on se réveille 5 minutes avant que notre bébé se réveille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des phénomènes biologiques qui font que la mère et l'enfant ne sont pas dissociables, en fait. Donc vous dites que cette mère porteuse qui effectivement a fait ça pour de l'argent, que ce soit en Inde, aux États-Unis, en Roumanie... il n'y en a pas beaucoup dans les CSP+, hein, donc il faut qu'on arrête de m'expliquer que c'est une liberté pour la femme de transformer son utérus en Airbnb. Je suis désolée, mais le ventre d'une femme n'est pas alloué. Certes, mais le ventre d'une femme, c'était Pierre Berger qui le disait, écoutez, on parle des ouvriers qui donnent leurs bras, pourquoi les femmes ne donneraient pas leur ventre? Enfin, on peut en discuter, je crois que nous avons une auditrice qui voudrait poser une question ou réagir, c'est Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour à tous. Bonjour M. Berkoff et bonjour à votre invité et merci pour ce débat de qualité qui fait plaisir à entendre. On vous écoute Marie-Laure. Moi je voulais évoquer aussi une autre problématique aujourd'hui pour les futurs parents ou en tout cas ceux qui se posent la question d'avoir un enfant. C'est le fait qu'on est très vite, très tôt, de plus en plus dépossédé de notre possibilité d'éduquer les enfants dans le sens que l'on souhaite et qui nous paraît en conscience le meilleur. Ça se sent au niveau de l'éducation nationale où même de plus en plus tôt vous avez des sollicitations pour que soit mis en place via les sites internet les devoirs où les enfants des fois dès le CP commencent à avoir des tablettes, commencent à avoir les devoirs en ligne. Puis plus tard, évidemment, la pression avec les réseaux sociaux et tout ce que ça induit. Et c'est vrai que c'est un défi colossal et que pour nous parents, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Hein. Bon, j'ai un fils aîné qui a 19 ans et qui, j'allais dire, un petit peu a subi tout ça malgré toutes les précautions que j'ai voulu prendre pour lui. Et je voulais solliciter votre invité sur ce sujet et lui dire, elle qui est bien placée, j'allais dire, qu'est-ce qu'elle imagine comme solution possible pour justement que cette espèce de dépossession puisse prendre fin. Oui, mais je crois que les démocraties néolibérales ont en fait réalisé le mariage entre le pire du socialisme et le pire du néolibéralisme, c'est-à-dire une espèce de totalitarisme bureaucratique qui, de la naissance à la mort, veut tout codifier, veut tout régenter. Mais si je peux me permettre, madame, ça commence même avant la naissance de l'enfant, ça commence pendant la grossesse. Moi, je trouve ça insupportable, la manière dont, à travers la médecine, on a pris
possession du corps de la femme enceinte. C'est-à-dire que c'est le médecin qui décide à votre place. Moi, j'ai dû changer d'obstétricien pendant ma première grossesse parce qu'il voulait décider. J'ai dû lui rappeler que c'était mon corps, en fait, et puis que c'était mon enfant. Parce qu'il voulait pas répondre à mes questions. Il me disait, quand je posais une question, il me disait c'est mon métier. Alors au bout d'un moment, j'ai dit bah oui, mais enfin c'est mon enfant, puis c'est mon corps, donc je vais aller voir un de vos confrères. Donc il y a vraiment dans le totalitarisme. Hannah Arendt disait d'ailleurs, le totalitarisme ne veut pas contrôler les individus. Le totalitarisme, il veut rendre l'homme superflu. C'est-à-dire que la subjectivité, la singularité, la tradition, humaine, la racine, la patte de chaque famille, parce que chaque famille, elle a sa couleur, elle a son atmosphère, elle a ses habitudes, elle a ses souvenirs, elle a sa mémoire. Ça, c'est quelque chose que les idéologues qui ont cette tentation totalitaire de contrôler la masse, qui est vraiment à l'œuvre dans les démocraties occidentales, avec un narratif dominant qui est toujours le même et qui, effectivement, dès la crèche, dès l'école, se met en place. J'en avais beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. On a joué à saute-mouton avec l'autorité parentale quand on a dit un seul parent est suffisant pour vacciner les adolescents. C'était vraiment un cheval de Troie pour briser en fait l'unité familiale. Effectivement, nos sociétés modernes n'aiment pas ça. Comment on peut faire ? Moi, j'ai quand même envie de garder une espérance. En tant que maman, je pense qu'on a un pouvoir qui est incroyable. C'est le pouvoir de conserver des murs à la maison, d'éteindre justement les réseaux sociaux, d'éteindre la télé, d'être présent, de prendre le temps de parler pendant les repas avec nos enfants, de leur poser des questions, de les aider à questionner ce qu'ils pensent, à se demander pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Peu importe ce qu'ils pensent, mais il faut qu'ils sachent pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et que cet esprit critique, cette joie de l'affect, ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir du jeu avec le tout petit, c'est quelque chose sur quoi on a le pouvoir. On n'est pas obligé d'avoir 15 tablettes à la maison. Il faut pas, et c'est ça, il faut pas que laisser les parents se disent je suis occupé, je leur donne les jeux vidéo et puis ils vont s'amuser avec ça. C'est la démission, enfin, quelque part, mais qu'on peut comprendre. Parce que les gens arrivent, on est fatigués, ils disent écoute, va jouer avec ta tablette, va jouer avec ton Game Boy. Ouais, mais un enfant, il a besoin de s'ennuyer. Donc si votre enfant, il attend et qu'il s'ennuie un peu, il va s'ennuyer. Et puis au bout de 5 minutes d'ennui, il va faire une cabane. Alors il va déranger. Il va déranger votre besoin de contrôle. Mais le jeu, l'imaginaire... et puis vous savez, il y a plein d'études qui montrent que les enfants qui, à l'âge de 3 ans, sont déjà inclus dans les tâches domestiques, sont des enfants qui auront de meilleures performances académiques et de meilleures, une meilleure confiance en eux et de meilleures interactions sociales. Et moi, j'ai toujours... c'est ce qu'il faut beaucoup de parents, d'ailleurs. J'aime pas trop avoir une nounou avec moi à la maison, parce que j'aime bien être en contact direct avec mes enfants. Donc quand je suis seule avec mes enfants, ils font les trucs, en fait. Ils m'aident à faire le lit, ils m'aident à vider le lave-vaisselle, etc. Et c'est des moments où l'enfant développe son intelligence, parce que petits, ils ont besoin de toucher pour... l'abstraction passe par le concret. Donc je pense que les parents d'aujourd'hui ont aussi besoin de se rappeler que c'est pas si compliqué que ça. Nos grands-mères ont réussi, et l'enfant, il n'a pas besoin d'être dans une bulle. L'enfant, il a besoin d'être inclus avec les adultes et de faire progressivement toutes les choses de la vie d'adulte, et c'est comme ça qu'il construit son autonomie. Et ça, je crois que beaucoup de jeunes parents me disent, je les sens démunis, ils disent oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on doit ranger la maison, etc. Qu'est-ce qu'on fait de notre enfant ? On lui met un dessin animé. Non, mais votre enfant... Faites-le travailler avec vous, quoi. Il peut pas ranger les couteaux, mais il peut ranger les boîtes en plastique. Voilà. Et donc, en fait, il y a aussi un contact. Il faut retrouver cette simplicité du contact avec l'enfant. Tout à fait. Marie, je crois que nous avons... Moi, j'ai une question, excusez-moi. C'est pour rebondir sur ce que vient de nous dire Marie-Laure. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté pour ces parents, par rapport à l'école qui prend quand même une place énorme dans la vie d'un enfant, c'est cette dépossession, parce qu'on parle bien sûr des tablettes, etc., mais on oublie aussi les intervenants qui interviennent dans les écoles, parfois sans l'autorisation des parents, sans que les parents soient au courant des sujets qui vont être abordés. Comment, finalement, un parent responsable, aujourd'hui, peut arriver à compenser tout ça, à se battre même parfois contre ça? Alors ça, c'est un vrai problème, parce que l'école publique, elle était quand même supposée être un sanctuaire qui protégeait notamment les enfants de l'entrisme idéologique. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Donc, quelles que soient les idéologies d'ailleurs. Si vos enfants ils sont exposés, d'abord, on voit bien le succès du hors-contrat. Donc on se demande quand est-ce que d'ailleurs le hors-contrat va être inquiété, parce que ça ne doit pas plaire aux idéologues. Ça va pas durer, ça. Il va être inquiété. En tout cas, il faut vraiment, les parents qui ont des enfants dans le public, soyez un tout petit peu parano, soyez vigilants, regardez de quoi on leur parle. Même dans le privé. Et même dans certains établissements privés, reprenez les choses avec eux. C'est terrible à dire, mais ils y passent leur journée. Et en fait, il faut regarder, il faut prendre du recul. Quand on voit que dans les manuels officiels de biologie en 4e aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, les enfants peuvent déterminer où est-ce qu'ils placent le curseur de leur sexe biologique. Oui. On induit quand même de la confusion. On en a déjà parlé, c'est un vaste problème. L'autorité parentale. Et je crois qu'on doit reprendre les choses avec nos enfants. Moi, j'ai beaucoup parlé pendant la crise sanitaire avec mon aîné. Je lui ai dit, mais toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, etc. Et je crois qu'on a vraiment le pouvoir de maintenir l'esprit critique de nos enfants, qui seront pas forcément d'accord avec nous, mais qui au moins seront en capacité d'argumenter pourquoi ils ne sont pas d'accord. On va reprendre ensuite Maude et on fait une petite pause. Et vous pouvez continuer à appeler si vous voulez réagir ou poser une question au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous reprenons donc, nous avons Maude. Oui, nous avons Maude au téléphone. Bonjour Maude. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov et Marie-Estelle Dupont. Voilà, oui, c'est vrai que me concernant, moi j'ai vécu un viol il y a quelques années de ça. Enfant, apparemment, j'aurais cru. Enfin, j'ai eu pas la confirmation, mais on m'aurait dit que certains hommes dans mon entourage, et c'est pour ça que je pleurais petite en disant que je voulais pas y aller, et en fait on m'obligeait à aller, et le soir quand je dormais, c'est une des personnes adultes qui a dénoncé la personne en disant que je me faisais toucher. Elle l'a vu à ce moment-là, et du coup elle est intervenue, et moi je me suis réveillée en pleurant parce que je sentais que ça me faisait mal, mais je savais pas pourquoi. Donc voilà. D'accord. Oui, ça c'est. Et vous avez, excusez-moi de vous demander, vous avez quel âge maintenant, Maude? Oh, maintenant je suis adulte, je suis maman. Vous avez des enfants, vous êtes maman. Est-ce que vous a marqué au point de se dire à un moment donné d'être maman? Est-ce que ça vous a, est-ce que ça a joué un rôle dans le fait de se dire je vais être maman ou pas? Excusez-moi de vous poser une question intime, mais. J'ai toujours voulu être maman, même en ayant vécu toutes ces choses-là. Je prenais toujours soin des plus petits, ou même des gens qui autour de moi. Même à l'école, j'étais vraiment très respectée parce que justement, je supportais pas cette injustice. Et donc, je voulais que personne ne touche personne. D'ailleurs, dans la rue, là, dernièrement, je viens de porter secours à une femme où un homme était complètement violent, et il y a eu une solidarité magnifique. 2 hommes sont sortis de leur voiture. Eh bien, heureusement que ça existe, et il faut le dire, oui. Pour porter secours à cette dame, donc moi j'ai pu la prendre de côté et lui dire, elle était en train de me dire, mais je vais me faire frapper. Je lui dis, mais non, personne vous frappera, personne vous touchera. Merci. Et on est monté dans la voiture d'une autre femme pour partir loin de cet homme. Et, merci Maude, merci en tout cas, c'est quelque chose d'important. En tout cas, il faut dire qu'il y a une solidarité et qu'il y a des gens qui interviennent, parce que souvent, on a des gens qui regardent et qui, hélas, c'est encore plus filment. Nous avons Pascal, je crois, de Grenoble. Pascal? Oui, bonjour. 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 Oui. On vous écoute, Pascal. Madame Dupont, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter dans ses interventions. Elle a une logique et un sens de la synthèse vraiment incroyable. Et je souscris à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est absolument limpide. Et j'aimerais savoir si quelqu'un de votre valeur, de votre niveau, s'engagera un jour en politique. Moi, j'aimerais vous voir au ministre de l'Éducation ou de la Famille. Ben voilà, Marie-Estelle, il est temps de s'engager. C'est très gentil, on me pose souvent la question, mais Dieu m'en préserve. Non, vraiment, je n'ai aucune envie d'aller en politique. Je pense que ça ne correspondrait absolument pas à ma sensibilité, à ma personnalité, mais il y a une autre manière de faire passer des messages, et je l'ai fait en prenant la parole dans les médias pendant la crise sanitaire. Mais non, moi je suis vraiment... plus que pas attiré par la politique. Attendez, Marie-Estelle, si vous pouvez influer quand même par rapport à ce que vous dites, parce que malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Les choses se décident en politique, enfin se décident au niveau des ministères, ou au niveau, en tout cas, des gens qui ont le pouvoir. Et si, peut-être pas en étant ministre, mais en tant que conseillère de tel ou tel, est-ce que vous pourriez influer, vous le feriez pas ?
Je sais pas, j'ai l'impression que mon rôle, il est plutôt à travers les livres, d'essayer d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses, donner des éléments pour penser, réfléchir. Je me vois pas dans la sphère politique. Maintenant, quand on l'a fait pendant la crise sanitaire, on est allé au Sénat, on a parlé à tous les partis politiques pour leur donner des éléments sur les dégâts de la gestion de la crise sanitaire. Donc je dis pas que ce ne sont pas des gens ce sont des gens avec qui je veux bien discuter, mais moi, je ne me sens pas du tout, j'ai pas le sentiment que ce soit à ma place de faire moi-même de la politique. C'est un environnement qui serait, à mon avis, pas adapté à ma personnalité. Vous faites passer le message, mais on peut faire passer des messages, bien sûr. Et bien puis sûr. Vous faites votre boulot, vous faites votre job. Évidemment, je pense que là, on est face à un rouleau compresseur totalitaire en Occident qui, évidemment, la famille, la mère et l'enfant, c'est le lien sacré non idéologisé qui est l'ennemi numéro 1 des idéologues totalitaires, puisque en fait, la famille, c'est la dernière cellule de résistance devant l'idéologie. Donc, que ce soit le communisme, que ce soit des totalitarismes d'extrême droite ou d'extrême gauche, on a toujours voulu arracher l'homme à ses scories familiales, à ses traditions, à ses racines. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on en perçoit vraiment l'écho en France dans beaucoup d'aspects de la vie, et notamment dans la dégradation de l'instruction dans l'école publique, parce qu'on baisse le niveau. En fait, vous savez, on baisse le niveau, donc les gens sont plus manipulables parce qu'ils sont moins instruits. C'est la tentation millénaire de l'homme nouveau. Du passé faisons table rase, mais ça ne date pas du communisme, ça date de bien avant. Oui, et alors Chesterton en a parlé, Bernanos en a parlé. En fait, on veut quand l'homme est sans mémoire et sans savoir, et aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, on respecte plus le savoir, on respecte l'image, on respecte l'avoir, mais on respecte plus le savoir. Là, on bascule dans des fonctionnements quand même très dangereux, parce que le savoir est supposé être un garant à ceux qui sont détenteurs de l'autorité politique. Bien sûr. Et ça n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et la mémoire. Donc on est passé de l'autorité à l'autoritarisme en fait en politique. Oui, et puis, surtout, non mais c'est surtout l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas vous défendre quand vous êtes ignorant. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. En fait, le grand truc, je recommande aux parents de ne pas lire aux enfants les livres qui sortent forcément aujourd'hui. Prenez vos livres, vos bouquins d'enfants à vous, ou voilà, qui traînaient à la maison, les vieilles éditions. Parce que d'abord, le graphisme est plus raffiné, plus joli. Et il y a plus de mots de vocabulaire. Ils sont très appauvris les livres aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le niveau général il baisse et que le champ lexical des enfants d'aujourd'hui il est beaucoup plus pauvre qu'il y a une génération. Allez chercher vos vieux Sylvain et Sylvette, vos vieux bouquins, et vous verrez il y a des mots de vocabulaire qui sont peu usités, et c'est vraiment rigolo d'entendre des enfants de 4 ans les employer. Et il faudrait arrêter cette morale en kit, cette moraline dont parlait Nietzsche. Non mais je vous dis, on a les opinions de sévices. Donc moi je crois que l'idéologie et la moraline c'est une manière de ne pas faire le travail introspectif et de ne pas regarder en fait à l'intérieur de son petit narcissisme qui veut pas sortir de sa zone de confort. Écoutez, nous en tout cas, je sais que vous et nous aussi, on essaie de sortir de notre zone de confort et d'essayer d'avoir question à tout, comme je l'ai dit. Merci Marie-Estelle Dupont. Merci André. Et bonne fête à tous alors. Merci. Je vais retourner en consultation. Et si vous voulez retrouver cette émission ou toutes les émissions d'André Berkoff, vous pouvez aller sur notre site et vous les retrouverez en podcast sudradio.fr ou encore en replay sur notre chaîne YouTube. André, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. À midi, même endroit, même heure. Bonne journée. Sud Radio.